La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 19 juin 2025. Le titre du jour, c'est « La Fed ne lâche rien ». Le statu quo qui a été annoncé hier soir par la Fed sur ses taux directeurs n'a pas déclenché grand-chose, hormis peut-être la proposition grinçante de Donald Trump de devenir président de la Fed à la place de Jérôme Powell. Toutefois, quelques marqueurs ont quand même bougé, on va en parler un petit peu après, et pendant ce temps, les États-Unis doutent de la conduite à tenir vis-à-vis de l'Iran. Alors si le Nasdaq est un bon indicateur de tendance de Wall Street, et il l'est évidemment, sa variation de 0 hier en clôture est censée refléter l'accueil réservé par le marché à la décision de la Banque centrale américaine sur ses taux et aux indications qui l'ont accompagné. La réalité est quand même un petit peu plus subtile, les indices américains ont pris la pente ascendante pendant plusieurs heures et les commentaires de la Fed leur ont coupé les pattes. Petit rappel utile quand même, les investisseurs veulent à peu près tout le temps que les taux d'intérêt baissent parce que ça rend l'argent de demain moins cher que l'argent d'aujourd'hui, et parfois on a même l'impression qu'ils placent les baisses de taux au-dessus de toute autre chose, que ce soit la bonne dynamique économique, la paix dans le monde ou la confiture de fraises. Et de ce point de vue, la réunion de juin de la Banque centrale américaine n'a pas vraiment modifié la donne. Le marché continue de penser qu'il y aura 2 baisses de taux cette année aux États-Unis et que la première devrait intervenir au mois de septembre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais hier j'avais dit, sans prendre beaucoup de risques d'ailleurs, que la Fed allait ajuster en légère baisse ses prévisions de croissance, en légère hausse ses craintes sur l'inflation, se montrer prudente sur l'évolution du marché du travail et dépeindre globalement une situation positive mais soumise à des aléas négatifs. Sauf que Jérôme Powell, le chef de la Banque centrale, a semblé moins préoccupé par l'emploi et par les risques pesant sur l'économie que ce qui était prévu. En tout cas, un peu moins que lors des réunions précédentes. Alors dit comme ça peut sembler mieux que prévu, mais en réalité, les financiers ont interprété cela comme le signe que le scénario de 2 baisses de taux en 2025 est un petit peu menacé. D'ailleurs, j'ai lu ce matin une note de Bank of America qui écrit que son hypothèse d'absence totale de baisse de taux cette année sort renforcée de cette réunion. Alors même si la banque américaine a un petit peu trop tendance à prendre le contre-pied du marché par masochisme ou besoin de se différencier, son point de vue a l'air de trouver de l'écho chez certains banquiers centraux. ING, pour sa part, n'est pas loin de partager l'opinion de Bank of America en estimant que les réunions de septembre et d'octobre arrivent sans doute un petit peu trop vite pour qu'il s'y passe quoi que ce soit. La banque néerlandaise joue, elle, une double baisse de taux en décembre, histoire là aussi de se démarquer parce que c'est pas vraiment consensuel pour le moment. Bref, le marché a une lecture qui est donc légèrement négative de la dernière sortie de la Fed, en tout cas en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt. Donald Trump a aussi une lecture négative de la décision puisqu'il a encore envoyé quelques scuds à Jérôme Powell pour son refus de baisser les taux, notamment en proposant de le remplacer par lui-même aux commandes de la Banque centrale. Mais le président américain n'aura probablement pas le temps de jouer au banquier central parce qu'il a fort à faire sur d'autres fronts, notamment au Moyen-Orient où il hésite à engager les États-Unis aux côtés d'Israël dans sa guerre contre l'Iran. Et là, il faut bien dire que les rumeurs sont en train de se succéder concernant l'implication de Washington qui n'a manifestement aucune envie de se lancer dans un nouvel Irak ou un nouvel Afghanistan. Hier soir, la Maison-Blanche aurait même pris la décision d'y aller avant d'annuler in extremis une opération, en tout cas selon des sources concordantes. Une autre forme de participation pourrait consister à fournir à l'État hébreu une bombe d'une rare puissance capable de détruire des installations profondément enterrées, en l'occurrence le présumé principal complexe nucléaire militaire iranien. Les rumeurs continuent donc à aller bon train et vont d'un durcissement des frappes sur le pays à un retour à la table des négociations du régime iranien qui craint pour sa survie. La seule certitude, c'est que, évidemment, c'est un point de tension additionnel pour les marchés, comme on l'a dit tout au long de la semaine. La journée sera aussi le théâtre d'une décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux. Elle devrait passer son tour pour cette fois. Les économistes pensent qu'elle agira à nouveau en août pour faire passer son taux directeur de 4,25 à 4%. J'en profite pour souligner que le FTSE est l'un des rares indices européens à tirer son épingle du jeu en ce moment. Le Stoxx Europe 600 a, lui, encore cédé du terrain hier. D'ailleurs, j'ai constaté qu'il n'avait progressé qu'une seule fois au cours des 8 dernières séances. Ça commence à faire beaucoup, même si l'amplitude des baisses est à chaque fois relativement limitée. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon et la Chine continentale font machine arrière d'environ 0,7%. Hong Kong chute de 2% et se dirige vers sa plus mauvaise séance des 2 derniers mois. Les indices évoluent en revanche autour de l'équilibre du côté de l'Australie, de l'Inde et de la Corée du Sud, et les indicateurs avancés européens sont plutôt incertains et plutôt baissiers à l'heure de cet enregistrement.
On passe à l'actu des sociétés maintenant. En France d'abord, Pernod Ricard lance un plan de restructuration face à la chute des ventes de spiritueux. Saint-Gobain annonce le rachat de la société Maturix au Danemark. ArcelorMittal a finalisé l'acquisition du solde de 50% des parts dans l'usine sidérurgique de Calvert aux USA. Alstom a signé un contrat de 88 millions d'euros pour le tram de Brescia en Italie. Legrand a émis 800 millions d'euros d'Océane 2033. Sartorius Selim Biotech a annoncé que Michael Gross devient président du conseil d'administration. Eutelsat et le ministère des Armées français ont signé un accord cadre pour des services de satellites en orbite basse pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros. SEB a émis 500 millions d'euros d'obligations 2030. Bureau Veritas réorganise sa direction en vue d'atteindre les objectifs de son plan 2028. On a aussi quelques actus du côté de Lagardère, de Morel, de InVibes Advertising, d'entre particuliers ou encore de Mon Courtier Énergie. Dans le reste de l'Europe, la filiale britannique de Banco de Sabadell, TSB, susciterait un intérêt initial de la part d'acheteurs potentiels dont Barclays et Banco Santander selon Bloomberg. Nestlé propose Pablo Ischia, ex-patron de Zara, pour succéder à Paul Bulc à la présidence dès l'année prochaine. UBS demeure vulnérable malgré des fonds propres suffisants, estime pour sa part la BNS. Saipem a remporté un beau contrat avec la Sonatrach en Algérie. La France veut acheter 2 avions militaires Global Eye à Saab et le vice-président de ThyssenKrupp s'oppose à la reconduction du PDG pour manque de confiance. En Amérique du Nord, selon le FT, Microsoft serait prêt à abandonner les négociations à fort enjeu avec OpenAI au niveau d'une montée au capital. Microsoft qui prévoira par ailleurs des milliers de suppressions d'emplois dans sa division commerciale selon les infos de Bloomberg. Côté Reuters, on a appris que l'accord de 36 milliards de dollars conclu par Mars avec Kellanova fait l'objet d'une enquête antitrust de l'UE. Texas Instruments prévoit pour sa part un investissement de 60 milliards de dollars aux États-Unis sous l'impulsion de Donald Trump. Lockheed Martin a contacté le gouvernement britannique pour lui proposer son aide dans la construction d'un nouveau système de défense antimissile selon le FT, et QXO va racheter GMS pour 95,20 $ par action en numéraire. Enfin, dans le reste du monde, Macquarie va acquérir des participations dans les aéroports de Bristol, de Birmingham et de London City. LG Electronics envisagerait à nouveau l'IPO de sa filiale indienne, ça c'est une info de Bloomberg. Rio Tinto a conclu un accord de près de 140 millions de dollars concernant une mine en Mongolie, et U6 Technologies dépose une demande d'admission à la bourse de Hong Kong. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.